algérienne. Talot, nous allons commencer ce tour de table avec vous sur cette brouille que nous observons depuis plusieurs jours maintenant entre le Niger et l'Algérie, au cœur justement de cette discorde-là, le rapatriement de certains migrants nigérians du côté de l'Algérie, du moins un comportement qui n'a pas du tout plu aux autorités nigériennes qui ont dans un premier temps, d'ailleurs, convoqué l'ambassadeur d'Algérie du côté du Niger et le principe de réciprocité a été donc appliqué par Alger jeudi dernier. Alors, votre premier commentaire sur l'objet d'ailleurs de la brouille. Est-ce que nous sommes au bord d'une crise diplomatique entre les deux pays? Alors, tout d'abord, permettez-moi de remercier les autorités. Votre micro me semble désactivé, M. Talot. Alors, vous m'entendez? Oui, parfaitement, allez-y. Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous me permettez de remercier les autorités du Niger. C'est une des rares fois que des autorités africaines élèvent leur voix pour protester contre nos frères et sœurs africains, parce que vous voyez dans le communiqué du Niger, il parlait pas seulement des Nigériens, il parle des Africains du sud du Sahara, si j'ai bien capté. Donc là, il se porte en défenseur, comme l'avait fait Yahya Jammeh à son époque quand il était président. Il avait dit que si vous attaquez un des miens, vous aussi, je vais aussi attaquer un des vôtres. Hein, en parlant aux Occidentaux et à ceux-là qui supportent les Occidentaux, c'est-à-dire nos frères qui sont au nord, qui ne se qualifient pas comme étant des Africains et à juste titre parce qu'ils ne sont pas des Africains. Donc, vraiment, nous disons chapeau. Félicitations à nos autorités, félicitations à notre président de cette nouvelle donne maintenant africaine il est vraiment en train de prendre le flambeau et ça nous donne de l'espoir pour cette renaissance africaine, surtout quand il a parlé de la culture, que chacun doit défendre sa culture et il passe à l'acte, il nous défend et on lui dit vraiment chapeau, félicitations. Monsieur Nguéné, quand vous lisez les deux communiqués, vous voyez que nos autorités du Niger parlent du mauvais traitement qu'on réserve à nos frères et sœurs qui arrivent en Algérie. Ils parlent aussi de la spoliation, parce qu'ils parlent indirectement aussi du traitement de leurs biens. Donc quelque part, il y a la spoliation de leurs biens quand ils traversent, quand ils sont de passage dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Mais de l'autre côté, vous voyez que l'Algérie, dans son communiqué, il parle d'un cadre, du respect d'un cadre pour le rapatriement. On ne parle pas exactement de la même chose. Est-ce que le Niger, moi j'ai écouté ce communiqué, j'ai compris que le Niger ne proteste pas que, bon voilà, si vous avez vu qu'il y a des gens que vous qualifiez qui ne sont pas, qui sont des gens qui ne devaient pas arriver, soit le terme là déjà, ou ils sont papiers, c'est le terme qu'ils veulent utiliser, et que vous les renvoyez chez nous. Le Niger n'a pas protesté. Le Niger dit le traitement que vous leur réservez. Et on connaît ce traitement. Comment ils réservent aux Noirs, à nous les Noirs, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, pour ne pas parler de leurs cousins lointains qui sont les Occidentaux. Le traitement, c'est toujours pareil. Et ils regardent bien nos frères et sœurs qui vont échouer dans la mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils font de spécial? C'est eux-mêmes qui encouragent, et c'est certains d'eux-mêmes qui encouragent ce qui se passe aujourd'hui. Ils nous traitent comme moins que rien. Et c'est de ça que le Niger, nos autorités du Niger disent que non, nous ne voulons plus que ça continue comme ça. Il faut que vous arrêtiez parce que nous sommes aussi des êtres humains, nous sommes comme vous aussi. Si vous ne faites pas, il faut respecter l'être humain, qu'il soit blanc ou noir, vous nous devez du respect. Vous voulez les rapatrier, mais respectez leur intégrité physique. Regardez cette photo. Vous avez vu cette photo, comment on le tient? Quand on tient notre frère, c'est ça? Comme si c'était un bandit, un brigand. Il n'est pas un brigand, il est de passage. S'il est de passage pour partir de l'autre côté en Europe, c'est parce que l'Occident nous pille. L'Occident pille depuis. Quand on vous pille, quand on le voit comme par exemple ces histoires de pêche au large du Sénégal, où les bateaux occidentaux viennent piller nos poissons et nos frères et sœurs n'ont plus les moyens. Quand on voit même au Niger avec l'uranium du Niger qui est pillé, je pense même pas qu'on n'a pas encore révisé le contrat pour pouvoir élever le prix auquel la France achète l'uranium du Niger. Je pense que ça devait être encore la question encore sur la table. Et donc toutes ces choses sont ces choses-là qui sont à l'origine du fait que nos frères et sœurs qui se trouvent chez eux, ils n'ont rien. Tout ce que nous gagnons ici, tout le travail que nous faisons, eh bien, c'est spolié, c'est pillé par les Occidentaux. On a vu aussi le cas du Niger.
où le Mali a dénoncé, et nous attendons encore qu'on nous sorte les preuves, ou qui pompent le pétrole du Mali. C'est-à-dire que quand on vole le Mali, on vole aussi le Niger. Alors c'est pas à eux là de pouvoir se lever encore pour dire nous allons refouler et puis refouler dans des conditions un peu dégradantes de l'être humain. C'est-à-dire qu'on ne nous considère pas et nos frères et sœurs chez eux. Et ça, nous sommes d'accord et nous sommes derrière nos autorités du Niger. Et eux, ils parlent de réciprocité parce qu'on a convoqué leur ambassadeur pour lui dire que regardez comment le traitement inhumain que vous faites à nos frères et sœurs. Regardez comment vous les pillez quand on parle du bien. Il faut que vous arrêtez. Eux, ils disent que nous appliquons la réciprocité. Mais nous, on n'a pas encore appliqué la réciprocité parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont au Niger. Appliquer la réciprocité pour nous, c'est de leur réserver le même traitement. Et je sais que il y en a beaucoup qui n'ont pas de papier au Niger. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de papier au Mali. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de papier dans le reste de l'Afrique. Si on doit aussi, puisqu'ils ne se considèrent pas comme africains, si nous devons aussi appliquer la réciprocité, ça veut dire que nous allons aussi les traiter avec brutalité pour les renvoyer chez eux. C'est ça la réciprocité. Il faut pas qu'ils oublient. Et on voit aussi les quelques biens ils possèdent dans nos pays qu'ils disent que c'est là, c'est l'Afrique. Eh bien aussi, on va aussi bloquer. C'est ça qu'on appelle la réciprocité. Merci, M. Nguéné. Le premier jet de M. Tallo sur le sujet. Alors, nous avons été rejoints par Anatole Alberaï ici, triple A sur le plateau. D'ailleurs, nous vous adressons toutes nos civilités ce matin, très bon début de semaine à vos DP. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de bimensuel Le Cactus. Bonjour à vos DP. Bonjour à vous, Baudelaire Nguéné. Bonjour à mon co-panéliste Armel. Je dis bonjour aux combattants Tallo. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour à vous-même. Merci. Bonjour aux techniciens. Je n'oublie pas le top management, grâce à qui, n'est-ce pas, nous avons cette tribune. Je dis bonjour aux Africains, particulièrement à nos frères du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Je n'oublie pas les Centrafricains, ceux-là qui sont engagés dans une dynamique, n'est-ce pas, de libération et d'émancipation de l'Afrique. Je suis arrivé en retard à cette émission pour une raison simple. C'est que depuis quelques jours, la mairie de la ville a engagé des travaux, tous azimuts, sans prévoir, n'est-ce pas, les voies de contournement, on a un plan de circulation. Conséquence, c'est les embouteillages partout. Ce qui est important, c'est qu'ils soient là, qu'ils soient présents. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Anatole Alberaï ici. Docteur Sango, est-ce que nous nous jetons un peu trop vite en besogne en voyant éventuellement une crise diplomatique à venir entre le Niger et l'Algérie? On rappelle que l'acte posé par le ministère algérien des Affaires étrangères le week-end dernier, ou du moins la semaine dernière, est un principe de réciprocité qui intervient au lendemain de l'interpellation du côté du Niger de son ambassadeur. Le 3 avril donc dernier, l'ambassadeur d'Algérie du côté du Niger avait été convoqué lors de cette réunion. Le secrétaire général adjoint du ministère nigérien des Affaires étrangères a donc fermement exprimé les protestations du gouvernement nigérien et des plus hautes autorités contre l'emploi jugé violent des méthodes par les services de sécurité algériens pour conduire, du moins pour mener ces opérations de rapatriement. Monsieur Omar Ibrahim Sidi, représentant donc du Niger, a demandé au diplomate algérien Dr Sango d'intercéder auprès des autorités compétentes de son pays afin que les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens décidées par le gouvernement algérien puissent s'effectuer dans le respect de la dignité, de l'intégrité physique et morale des ressortissants nigériens ainsi que la protection de leurs biens par les autorités algériennes compétentes. Voilà la recommandation qui a été faite par la partie nigérienne, mais derrière il y a eu la convocation également du côté d'Alger de l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer le mécontentement justement des autorités algériennes. Alger qui met en avant, docteur Sango, un cadre légal de coopération en matière de questions migratoires aujourd'hui. Est-ce qu'on se jette un peu trop vite en besogne en parlant d'une éventuelle crise diplomatique entre les deux pays? Je pense que si a priori on peut se réserver de parler d'une probable crise diplomatique entre les deux États, tout peut devenir, n'est-ce pas, tout peut sombrer dans la crise si les deux belligérants ne se retiennent pas. Parce que il faut dire que
que ce soit du côté de l'Algérie, mais aussi et surtout du côté du Niger, chacun travaille pour des intérêts personnels de son État. On voit bel et bien qu'aujourd'hui, ce n'est que normal qu'un État prenne des mesures de sécurité du point de vue de sa politique intérieure pour contrôler les personnes qui seraient en indélicatesse avec leur législation. Ça veut dire quoi? Un pays qui prend des précautions de contrôler les citoyens qui entrent dans son territoire ne fait qu'une très bonne chose. On ne peut pas quand même lui reprocher de ça parce que c'est des mesures, n'est-ce pas, de précautions qui consistent à prendre, n'est-ce pas, ici, qui consiste à sécuriser tant les personnes que les biens. Donc, dans ça veut dire quoi? Il est de son ressort de pouvoir expulser toute personne qui se trouve illégalement? Non, je ne suis pas dans l'absolu. Je reste dans le principe. Allez-y. Je reste dans le principe en disant que c'est du ressort de chaque État de prendre des mesures sécuritaires, de contrôle des personnes qui entrent et des personnes qui sortent dans son territoire. Ça veut dire que quoi? Si un étranger arrive dans votre pays, le gouvernement a le droit de contrôler cet individu-là. Il doit être en phase avec la législation de votre pays. Ça, c'est le principe. Allez-y. Maintenant, du côté également du Niger, vous savez que il y a eu, entre-temps, un nouveau management qui est arrivé à la tête de ce gouvernement-là et qui a tant travaillé pour des intérêts et la souveraineté du peuple nigérien. Il faut rappeler que ce qui se présente aujourd'hui comme brouille diplomatique entre le gouvernement nigérien et le gouvernement algérien s'explique fondamentalement par une clause bilatérale qui avait été signée en 2015 entre le Niger et l'Algérie. En 2015, à l'époque, c'est le président, je pense, Bazoum qui était Issoufou Bazoum qui était à la tête du Niger et qui a signé un traité bilatéral avec l'Algérie. Et lorsque vous lisez ce traité bilatéral donne, n'est-ce pas ici, la légitimité au peuple algérien de faire ce qu'il est en train de faire là aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque vous lisez ce traité bilatéral, vous vous rendez bel et bien compte que le Niger avait donné quitus au peuple algérien de procéder à ce genre d'acte. Or, lorsque le président Tchani est arrivé au pouvoir, il a eu à abroger un certain nombre de traités qui n'entraient pas en étroite ligne avec les intérêts de leur peuple. Et je pense que parmi les traités qu'il a eu à abroger, il a abrogé ce traité bilatéral-là qui n'était pas conforme aux intérêts du peuple nigérien. Donc, aujourd'hui, vous voyez... Ça veut dire quoi? Le cadre légal, le cadre bilatéral de coopération en matière de questions migratoires doit être revu pour les deux pays aujourd'hui, partant sur la nouvelle position de Niamey sur la question, Dr Sango? Absolument, absolument. Ce cadre légal dont parle Alger aujourd'hui doit être revu? Absolument, absolument. Parce qu'on voit bel et bien que ce cadre bilatéral-là ne respectait pas le droit diplomatique et beaucoup plus le droit humanitaire qui régit, n'est-ce pas, ici, les migrants sur le plan international. Parce que lorsque vous lisez le droit international et beaucoup plus le droit humanitaire, vous vous rendez bel et bien, vous allez vous rendre bel et bien compte que tout est encadré. Lorsqu'il faut même rapatrier des migrants qui sont, n'est-ce pas, ici, dans votre territoire, il y a des règles qu'il faut respecter. On ne fait pas avec la brutalité que nous sommes en train de voir là aujourd'hui du côté de l'Algérie. On respecte ces migrants-là, on les permet de repartir chez eux en respectant les droits de chacun. Or, l'Algérie n'est pas dans cette posture-là. Il faut donc dire que, en dehors de ce cadre bilatéral-là, qui est sur lequel les uns et les autres se fondent aujourd'hui, parce que le gouvernement nigérien ne considère plus ce traité-là comme étant un cadre légal devant régir les migrants dans chaque gouvernement. Et le côté de l'Algérie, le gouvernement algérien continue, n'est-ce pas, ici, à surfer sur ce traité-là pour expliquer son action. Donc, il faut dire que, outre ce cadre bilatéral-là, on doit rester dans le droit international. Le droit international ne donne pas à un gouvernement la légitimité de procéder à ce genre d'acte, que, comme nous sommes en train de voir du côté de l'Algérie. Donc c'est un problème. Et en dehors de ça, il faut dire que lorsqu'on voit la pratique fonctionnaliste des États tels que
l'Algérie et le Maroc en Afrique, on a bel et bien l'impression que ces États-là développent souvent des velléités raciales qui mettent en difficulté le processus de circulation et même des relations internationales intra-africaines. Parce qu'on voit que ces États-là, dans une nette logique, ne conçoivent pas les États d'Afrique subsaharienne comme étant des États à part entière. Ils ont souvent une mentalité, n'est-ce pas, à peu près occidentale. Comme eux, ils ont une peau, n'est-ce pas, ici, des blancs. Ils pensent à un certain moment donné que les autres qui n'ont pas cette peau-là ne sont pas considérés comme, ou ne devraient pas être considérés au même titre que eux. Et vous allez donc vous rendre compte que cette façon de penser-là cause comme conséquence sur le terrain, n'est-ce pas, des actes de xénophobie, des actes, n'est-ce pas, ici, de racisme. On peut encore se rappeler du comportement du gouvernement tunisien il y a encore quelques années où les Africains subsahariens souffraient dans ce territoire-là justement parce qu'ils étaient des Noirs. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, moi je pense que le gouvernement nigérien est dans son droit. Parce que dans un contexte où on parle de l'unité de l'Afrique, dans un contexte où on parle du panafricanisme, on ne devrait plus être en train de voir ce genre de choses. On ne peut pas voir en Europe un Européen pourchasser dans un pays comme s'il était une personne, n'est-ce pas ici, étrangère. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, on doit savoir ce dont l'Afrique a besoin. On doit savoir ce que nous recherchons en tant qu'Africains. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement nigérien, en collaboration avec ses deux pairs maliens et burkinabé, attendent de travailler dans le sens, n'est-ce pas, du respect de la dignité humaine. Ça ne peut pas quand même plaire à un Africain de voir ce que les Algériens sont en train de faire aux Africains, à d'autres Africains sur leur territoire. Même s'il arrive que ces Africains-là soient en indélicatesse du point de vue de leur législation, de votre législation, il y a quand même une façon de procéder, il y a quand même une approche diplomatique que ce gouvernement-là doit faire pour ramener à l'ordre ces personnes-là qui sont, n'est-ce pas, ici, à l'indélicatesse. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où le gouvernement nigérien ne veut plus accepter un certain nombre d'actes sur le plan international. Lorsque vous prenez ce traité dont je vous parlais là quand même, vous vous posez la question de savoir si le président Issoufou à l'époque qui signait ce traité là était vraiment normal. Vous vous posez la question de savoir si il avait vraiment en considération les intérêts du peuple nigérien. Et donc c'est ce genre de traité que nous dénonçons régulièrement sur le plan international et que certains chefs d'État continuent à signer aveuglement sur le plan international sans toutefois chercher à sauvegarder l'intérêt de leur peuple et de leur nation. Donc ce n'est que normal que lorsque le président Tchani arrive à la tête de l'État, qu'il essaye de revoir tous ces traités-là qui ne considèrent pas l'intérêt de son État. Moi, je supporte son action parce que c'est une action qui vise non seulement à restaurer les intérêts du peuple nigérien et de l'Afrique tout entière, parce que lorsque vous voyez un communiqué qui explique cet acte-là, il parle de l'Afrique subsaharienne dans son entièreté. Et il ne s'est pas focalisé seulement sur le peuple nigérien. Donc, c'est des personnes, c'est un acteur qui attend de travailler pour l'intérêt de l'Afrique tout entière. Et c'est cette façon de voir l'Afrique que nous encourageons ici chaque fois. On n'a plus besoin de poser des actes discriminatoires, des actes qui séparent l'Afrique, des actes qui divisent l'Afrique. On doit implémenter aujourd'hui des actes qui consistent à réunir l'Afrique autour d'un ensemble. Parce que ce n'est que de cette façon que l'Afrique pourra se libérer. Donc si au XXIe siècle, l'Algérie en soit encore dans cette logique de discrimination migratoire vis-à-vis de leurs pairs, vis-à-vis de ses voisins, c'est un problème qui montre que le panafricanisme dont nous prêchons ici chaque jour a encore du chemin à faire. Mais je pense que cette Algérie-là doit se raviser parce que elle ne peut pas être, n'est-ce pas, ici,
pour sortir sur ce premier jet. Elle ne peut pas se permettre d'être en conflit avec tous ses voisins. Vous savez qu'avec le Mali, ce n'est pas également des bons offices. Donc si aujourd'hui, cette Algérie-là sombre diplomatiquement avec le Niger, ce serait vraiment très mal parti pour elle. Il est important que ce problème-là soit résolu, n'est-ce pas, dans la paix, en respectant les intérêts de chaque État, conformément aux droits diplomatiques humanitaires. Merci à vous, Dr Sango. Anatola Berry, ici, comment on gère cette situation? D'un côté, nous avons les autorités nigériennes qui demandent le respect, justement, de la dignité, de l'intégrité physique et morale de tous les ressortissants nigériens qui sont expulsés du côté d'Algérie. Et du côté d'Alger, on brandit aujourd'hui le cadre bilatéral de coopération signé entre les deux États en matière de, du moins sur les questions migratoires. Alors, à qui la faute aujourd'hui quand on assiste à ce scénario où les différents ambassadeurs sont convoqués, où le principe de réciprocité visiblement a eu son effet ce week-end? Déjà, je voudrais dire à Armel que les actes racistes et xénophobes qu'elle a évoqués du côté de la Tunisie ne se sont pas arrêtés. Il doit vous rappeler que la semaine, pas plus tard que la semaine dernière, les médias hexagonaux nous parlaient de l'embastillement du président de l'association des migrants subsahariens. Donc, ça ne s'est pas arrêté, les mêmes violences se perpétuent, se poursuivent. C'est parce que très souvent, les satellites des médias ne s'intéressent pas à ce type d'actualité. Comme je l'ai dit, il faut déjà préciser, M. Nguéné, que le principe de réciprocité fait partie des usages diplomatiques. Lorsque les relations entre deux États, je ne parle de relations diplomatiques, les relations bilatérales entre deux États, oui, sont pratiquement, je n'ai pas envie de dire au cœur de la vague, mais lorsqu'il y a matière à protester, on fait usage, on peut donc convoquer votre État. Un État peut convoquer, n'est-ce pas, le représentant de l'autre État pour protester. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire trois choses. Allez-y. La première, je voudrais convoquer le gouvernement algérien à relire l'histoire. L'histoire de l'Algérie avec celle des peuples subsahariens dans le contexte des luttes d'indépendance. Parce que si le gouvernement algérien ainsi que le peuple algérien relisent cette histoire relative à des luttes d'indépendance, oui, ils seront moins arrogants, moins xénophobes, certainement moins racistes. Dans le cadre des luttes d'indépendance, mais surtout dans le cadre de la lutte de la guerre d'Algérie, vous avez des subsahariens qui ont perdu la vie, qui ont été solidaires de l'Algérie, qui ont perdu la vie pour la libération de l'Algérie. Lorsque vous voyez, j'ai envie de dire, c'est un événement, parce que l'histoire ne ment pas, c'est comme les faits. Ça veut dire que c'est le même processus historique qui se poursuit. Aujourd'hui, les autorités algériennes deviennent amnésiques à cette histoire de solidarité, qui vient de solidarité, d'engagement des peuples subsahariens dans le contexte des luttes d'indépendance et de la lutte et la guerre d'Algérie. Lorsque ce qu'on appelait à l'époque les pieds noirs se faisaient massacrer, les subsahariens étaient à leur côté. Cette histoire que Paris a tendance quelquefois à vernir, oui, à dévoyer, ou alors à occulter. Cette histoire a été écrite en lettres de sang avec les subsahariens. Ça, c'est d'un de deux. Je voudrais également vous rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez un long attelage qui est venu de l'Union européenne proposer les rentes migratoires à Demadi de Tebboune. C'est-à-dire pour bloquer les vagues migratoires. En contrepartie, n'est-ce pas, de... Le même accord a été proposé au président tunisien Kais Saïed. Voilà. Donc, il n'est pas exclu
que cette violence qui nous est présentée par les médias algériens, enfin certains médias, pas tous, soit justement la conséquence de cette grosse enveloppe de rade migratoire qui a été proposée au président Abdelmadjid Tebboune pour stopper la vague migratoire qui échoue généralement à Lampedusa et consorts. Et là, il y a un problème qu'il faut absolument préciser ici et rappeler. Un Nigérien, un Camerounais, un Gabonais ou un autre originaire d'un autre État africain qui traverse les limites de son territoire pour un autre État bénéficie obligatoirement d'un statut de réfugié. Ça, c'est le droit international qui le dit. Pas du droit humanitaire international. C'est-à-dire qu'il doit être protégé parce qu'il a désormais un statut de réfugié. Donc aujourd'hui, même si les traités internationaux n'ont aucune valeur contraignante, je crois que n'est-ce pas, Algérie est quand même signataire de ces traités internationaux. Ils ne peuvent pas nous opposer, n'est-ce pas, les législations nationales en matière de lutte contre les phénomènes migratoires, dès lors que vous êtes signataire des traités internationaux en la matière. De ce point de vue, nous constatons un fait qui est récurrent. C'est que la plupart des États du Maghreb, ou du moins le peuple et leurs politiques, sont essentiellement racistes et racialistes et xénophobes. Vous n'êtes pas un peu radical à non, c'est pas radical, c'est un fait. N'occultons pas la réalité. C'est dans leur logiciel. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque si vous convoquent dans l'esclavage arabo-musulman, ce n'est pas de la science-fiction. Lorsque je vous convoque dans l'actualité, n'est-ce pas, de ces filles subsahariennes qui se font violer au Maghreb, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, c'est pas de la science-fiction. Bien dans les pays du Golfe Persique, c'est pas ces filles qu'on transforme en esclaves sexuels, ce n'est pas de la science-fiction. C'est, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, ces musées humains qui sont créés à ciel ouvert et qui exposent nos frères subsahariens ne sont pas de la science-fiction, c'est une réalité. Où vous avez des trafics d'êtres humains, des trafics d'organes humains. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Ça veut dire qu'ils sont, les Arabes d'une manière générale, sont coutumiers du fait, c'est des racistes. C'est pas que je ne peux pas dire que je suis excessif. Même vos Libanais qui viennent chez vous ici au Cameroun, vous en avez, qui ont les mêmes habitudes. Je suis désolé de vous le dire, c'est une réalité. J'ai eu plusieurs fois à intervenir. C'est-à-dire, vous voyez un Libanais qui pense qu'il est au Liban et qui a un comportement déplacé vis-à-vis d'une Camerounaise ou d'un Africain ou bien d'une Africaine. Et vous voyez se manifester des attitudes racialistes, racistes et xénophobes. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, des attitudes suprémacistes. C'est ça la réalité. Il ne faut pas occulter cela. C'est pas très dur. C'est des faits, je suis journaliste. La troisième chose, je pense que cette affaire, ce phénomène de maltraitance, n'est-ce pas, des Africains subsahariens qui deviennent récurrents, devrait, de mon point de vue, intéresser l'Union africaine, qui devrait s'approprier ce dossier. Il me semble que, sauf si, pendant que nous sommes sur ce plateau, l'Algérie n'est plus membre de l'Union africaine, je crois que l'Algérie est encore membre de l'Union africaine. Et ça devrait franchement concerner au premier chef l'Union africaine. Ce n'est pas la première fois. Vous avez des cas isolés. Ça, on en parle parce que c'est tellement trop flagrant. Que bon, ça, on n'a pas pu occulter. Ça a intéressé certains médias qui ne pouvaient pas occulter cela. Mais vous avez des cas isolés. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez même des migrants qui sont en situation irrégulière, qui sont pourchassés jusqu'au désert.
abandonner à la merci à la fois, n'est-ce pas, des intempéries, des charognards et des trafiquants de tous bords. Mais attends, qu'est-ce qu'on dit? Vous pensez que là encore, je suis toujours très dur? Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre certaines responsabilités. Déjà, l'Algérie n'a jamais été dans l'optique panafricaniste, très souvent, ne s'est jamais inscrite dans la dynamique panafricaniste. L'Algérie s'est inscrite dans une dynamique nationaliste. Donc, leur attitude, oui, respectivement vis-à-vis du Mali, traduit, démontre à suffisance, c'est que mon propos. Leur attitude qui fait l'objet d'alternative ce matin, vis-à-vis des migrants nigériens, traduit la réalité de mon propos. C'est-à-dire que ces gens, j'ai le sentiment qu'ils veulent s'inscrire dans une sorte de race aryenne, n'est-ce pas, qui ne veut pas se mélanger avec la racaille d'autres de son continent. Encore que, ils sont très peu qui se considèrent comme africains. Hein. Vous avez souvent suivi des propos de l'ancien entraîneur, enfin c'est un sportif, j'ai envie de dire comme ça, et c'est un sportif algérien, qui se prennent non pas pour, n'est-ce pas, des Africains, ils se prennent pour les Européens. Donc, j'ai donc envie de dire peut-être qu'il va donc falloir créer un mouvement tectonique pour qu'ils se retrouvent carrément du côté, n'est-ce pas, du continent européen, et comme ça le débat sera clos. Mais vers quoi se dirige-t-on, Anatole Albert? Ici, les différents ambassadeurs ont été convoqués, ils ont été entendus. C'est quoi? Ils reprennent fonction et on continue de s'appuyer justement sur ce cadre bilatéral de coopération dont parle Alger? Non, je pense que il faut, pour le moment, il faut laisser d'abord la diplomatie faire ce qu'elle a fait. C'est dans c'est la raison pour laquelle il y a eu convocation de part et d'autre des différents représentants diplomatiques. Donc laisser la diplomatie, comme je vous le disais tout à l'heure, la convocation d'un représentant diplomatique fait partie des usages de la diplomatie. C'est-à-dire, on convoque un ambassadeur pour protester contre un événement, contre un fait, voilà, qui porte en torse ou bien qui mène les intérêts, n'est-ce pas, de notre pays. Donc c'est tout à fait normal, logique que l'ambassadeur, n'est-ce pas, d'Algérie au Niger soit convoqué par l'autorité nigérienne pour protester contre ce traitement dégradant, inhumain qui a été infligé aux ressortissants nigériens et plus généralement aux ressortissants subsahariens dans la préservation de leurs intérêts, de leur intégrité physique. Je voudrais vous faire une fois de plus remarquer que dès lors qu'un Nigérien traverse la frontière de son pays, pour surtout sur le territoire d'un État, il doit être protégé, à moins qu'il soit un trafiquant ou un brigand, dès lors qu'il ne constitue point une menace à la sécurité intérieure d'un État voisin, il bénéficie du statut de réfugié. Voilà. Merci à vous, Anatole Albert. Ici, Talo, quelle est la suite qu'il faudrait aujourd'hui donner justement à cette scabreuse affaire entre le Niger, ou du moins le Niger et l'Algérie, après notamment la convocation des deux ambassadeurs et le principe de réciprocité en matière d'usage diplomatique dont parle Anatole Albert ici? Déjà, il faut savoir, Anatole ici et Dr Sangola ont bien dit, l'Union africaine, si l'Union africaine existait, la première personne qui devait prendre la parole, c'était ce qu'on appelle le président de la commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat. Moussa Faki Mahamat, que nous avons demandé qu'il faut qu'il parle parce que il remplit pas ses missions. On comprend aussi qu'il n'est pas là pour remplir une mission, c'est-à-dire défendre les Africains. C'était à lui de pouvoir prendre la parole, même avant que l'Algérie parle. Et d'abord, il devait prendre la parole depuis, il ne l'a jamais fait. Donc, malheureusement, il ne fait pas. Vous savez, nous sommes dans un monde qui, malheureusement, fonctionne sur le principe de la loi de la jungle. Il faut le dire, il faut dire les choses comme il faut. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Ce monde n'aime pas les faibles. Le monde là aime les forts. Il faut être fort. Et pour être fort, il faut s'unir. Et c'est ce que l'AES est en train de faire, le Mali, le Burkina, le Niger.
Il faut être fort, il faut devenir fort. Nous, qui nous qualifient d'Africains du sud du Sahara, et nous sommes fiers d'être noirs parce que tout se fait dans le noir. Hein? Tout est créé dans le noir. Et nous sommes fiers d'être, à l'origine, c'est nous-mêmes qui leur avons donné la vie. Et il faut qu'ils ils oublient que eux, ils ne sont que ce qu'on appelle des métis. Ils sont issus de nos ancêtres noirs et des occidentaux qui étaient, une partie était vendue comme esclaves, les femmes occidentales. Excusez-moi, bon, je rentre pas dans ces considérations-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que, ils ont parlé de réciprocité. Nos autorités qui ont bien agi, mais si on devait faire la réciprocité, c'était qu'on allait chercher, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont dans notre pays qu'on appelle le Niger. De ce côté, pour ne même pas parler du Mali et des autres, ou même le reste de l'Afrique, hein, les vrais Africains que nous représentons, hein, s'il fallait c'est-à-dire faire la réciprocité, ben on allait chercher ceux-là qui sont des sans-papiers et on allait les brutaliser exactement comme ils ont brutalisé les nôtres qui sont en Algérie en ce moment. Ils sont en train de brutaliser pour les chasser comme étant des gens, c'est-à-dire pas des humains. On allait faire exactement la même chose parce qu'ils veulent la loi de la force. Ils respectent leurs cousins les Occidentaux. Ils savent que s'ils le font aux Occidentaux, les Occidentaux vont leur rendre aussi le même. Et les Occidentaux savent aussi que ce n'est que la brutalité qui régit ce monde-là. Et quand on sait que tu es brutal, on sait que non, si je le touche, il va me toucher aussi, on te respecte. Et nous devons, malheureusement, nous ne pouvons pas continuer à dire à appeler toujours à dire, ouais, il faut s'entendre. Non. Je pense qu'à un moment donné, l'Afrique doit continuer à se renforcer sa force physique, c'est-à-dire d'acquérir une capacité militaire capable de dissuasion. Je dirais que même d'inventer une arme qui est plus qu'on dépasse l'arme atomique pour que les autres sachent que si demain vous exercez, on entend qu'un Africain a été victime d'anticamétisme, si on entend qu'un Africain est victime d'antizovocotisme, eh bien, tous les Africains se lèvent comme un seul homme, comme le paradigme aussi les autres, les Juifs en particulier. Dès que le mot antisémitisme est prononcé, ben c'est les Juifs du monde entier qui se lèvent. Ce qui fait que les gens ont peur d'eux, même s'ils n'ont quasiment pas rien du tout comparé à d'autres puissances telles que la Russie. Mais dès que vous entendez le mot antisémitisme, tout le monde se met garde-vous pour dire il faut pas toucher aux Juifs. Nous avons été maltraités, nous avons été assassinés, nous avons été détruits pendant des siècles. Ça fait plus de 500 ans qu'on nous fait un train dans la boue. Alors nous devons maintenant renforcer et nous disons merci à ces présidents du Sahel qui sont en train de pouvoir créer la fédération et nous leur demandons d'accélérer, d'aller très vite, parce que imaginez-vous, là aujourd'hui, le président de l'Algérie, du Niger, le seul, il a haussé le ton et le respect va s'installer. Mais imaginez si on avait créé l'État fédéral avec les trois et que c'était le président de l'État fédéral qui haussait le ton. Je pense que l'Algérie, là, il allait même pas dire que j'applique la réciprocité pour convoquer, alors qu'ils sont pris en infraction. Ils sont pris la main dans le sac en train de pouvoir déshumaniser des êtres humains. Et ils disent qu'ils appliquent la réciprocité. Vous savez ce que c'est que la réciprocité? Nous, quand on va appliquer la réciprocité, vous allez quitter l'Afrique puisque vous dites que vous n'êtes pas des Africains. Vous ne vous reconnaissez pas comme des Africains, vous allez quitter. Parce que vous savez, là où on tombe, un jour, je vous le dis aujourd'hui, nous sommes lundi, le 8 avril, un jour, ils vont créer un continent qui s'appelle le Maghreb. Comme exactement les Occidentaux ont créé un continent qui s'appelle Europe, alors qu'il n'y a pas un continent Europe. Quand on voit la définition de continent, un continent, on voit que l'Europe n'est pas un continent. L'Europe fait partie du continent Eurasie. Je vous assure, demain, ils vont créer un continent qui s'appelle le Maghreb. Voilà. Voilà, merci à vous, Talo. Nous allons au standard, sans toutefois tarder, avec M. Scrandibé qui nous a rejoint. C'est un plaisir de retrouver ce lundi matin, M. Scrandibé. Bonjour à vous et bienvenue. Oui, bonjour, M. Nguembe. Vous êtes un très bon journaliste. Je voudrais saluer vos intervenants sur le plateau, M. Troisa et
Monsieur Talo. Je voudrais dire quoi? Que, en tout cas, le racisme envers les Noirs en Afrique, je dis en Afrique du Nord, a trop duré. C'est un mal. Et ce racisme-là doit être jugulé par nos présidents africains noirs. Nous devons maintenant, en tout cas, faire ce qu'on appelle la réciprocité. Parce que moi, je vois que M. Troisa a vraiment bien intervenu. Et je crois que nous devons couper cette partie de l'Afrique pour remettre à l'Europe. S'ils ne veulent pas s'intégrer à nous, nous aussi, nous devons, dans nos pays où ils sont, en tout cas faire la même chose qu'ils sont en train de faire. Parce que même quand ils viennent dans nos pays africains noirs, ils se considèrent plus supérieurs à nous. C'est comme une race supérieure. Et à tout moment, nous entendons ces scandales-là dans leur pays. Mais comment voulez-vous que nous puissions vivre avec ces gens-là? Qu'ils restent chez eux, qu'ils ne viennent pas chez nous. Et si nos frères africains noirs qui vont là-bas, ils ne veulent pas les considérer, nous aussi, nous ne devons pas les considérer dans notre pays. C'est la même chose. Ça a trop duré, ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Si vous ne voulez pas de nous, mais vous n'avez pas besoin de nos produits, ni de notre finance, ni de tout ce qu'il y a. Pourquoi vous êtes dans nos pays? Regardez, à Abidjan, on a entendu en son temps que des Libanais, que des Algériens ou des Marocains se permettent de pouvoir même cracher sur des Africains noirs, c'est-à-dire des Abidjanais, des Noirs ivoiriens, ils crachent sur eux, et le gouvernement ivoirien ne dit rien du tout. Et je remercie en tout cas le président nigérien d'avoir intervenu de cette manière. Nous devons avoir en tout cas cette action réciproque envers ceux-là qui viennent dans nos pays africains noirs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors ça, c'est pas normal. Et vous voyez que, en tout cas, en Afrique aujourd'hui, avec l'éveil de conscience que vous êtes en train de faire, c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Et je vous encourage à continuer sur ce plan-là. Ces gens-là ne veulent pas de Noirs. Nous aussi, nous n'en voulons pas d'eux chez nous. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et je suis à l'écoute. Chaque matin, j'écoute en tout cas, votre télévision et votre radio. Quand je suis au travail, je suis très content de tout ce que vous faites comme travail. Continuez comme ça, afin que ces Arabes-là puissent comprendre que nous sommes des êtres humains, mais nous ne sommes pas des animaux. Vous savez, ils nous considèrent comme des singes. Or, nous sommes, comme l'histoire le dit, nous sommes, en tout cas, la mère de toute l'humanité du monde. Il faut le savoir. Vous partez sur tout le continent, jusqu'à même au fin de l'Inde, il y a des Noirs là-bas. Mais s'ils ne veulent pas de nous, nous ne voulons pas d'eux. En tout cas, qu'ils puissent rester chez eux. S'ils veulent aller en Europe, vers l'Europe, qu'ils aillent vers l'Europe. Et nous ne voulons plus d'eux. Moi, quand je vois les Arabes, ils ont été les premiers esclavagistes du monde. Moi, je ne veux pas, vraiment, moi, je peux dire le mot le plus sûr, je les hais. Voilà. Je les hais. On va arriver à ces extrêmes. Monsieur Skradikbe, merci de toutes les façons pour votre contribution ce matin. Alors, on va rester au standard avec notamment le concours de la réalisation, parlant justement de tous les téléspectateurs, auditeurs ou encore téléauditeurs qui veulent partager avec nous justement ces différentes thématiques ce matin, nous donner leur lecture de la situation ou du moins de cet imbroglio entre le Niger et l'Algérie. Est-ce que nous avons un autre appelant? Oui. Bonjour à vous. On vous appelle comment? Allô, est-ce que vous nous recevez? On m'appelle Yao Fidjans. Monsieur Yao, bienvenue à vous. Vous nous appelez depuis quel pays? Voilà, oui, bon, c'est concernant par rapport à ce qui se passe en Algérie. Oui, oui. Depuis Côte d'Ivoire. Allez-y, monsieur Yao, depuis la Côte d'Ivoire.
Oh, moi, je suis d'accord avec le docteur Haïti. Oui, oui, parce que nos frères arabes, là, vraiment, ils ont un comportement qui n'est pas bon. Parce que même les Algériens noirs, bien Tunisiens noirs, là, ils ne se mélangent pas à ceux qui sont blancs. Donc, les problèmes, vraiment, nos autorités, là, ils n'ont qu'à revoir ça. S'ils ne veulent pas de nous, nous les Noirs, nous aussi, on va rester dans notre coin, jusqu'à ça s'arrête là. Non, non, c'est pas d'accord. Donc, c'est ce que Yaya a dit. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Même en Côte d'Ivoire ici, c'est ce qu'ils font. Les Libanais, ils m'attendent les Noirs, mais nos autorités ne disent rien. Donc, c'est ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec ceux qui sont sur le plateau, avec les docteurs ici. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Donc, les dirigeants n'ont qu'à voir ça. Sinon, c'est pas bon. Donc, c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Monsieur Yao Sylvestre, depuis la Côte d'Ivoire, pour votre contribution ce matin dans le cadre de cette émission de Fort Batin, la réalisation. On fait qu'on revient provisoirement, alors on reste au standard avant nous, quelqu'un d'autre à l'instant qui voudrait également réagir. On revient provisoirement. Alors, docteur Sango, vers quoi se dirige-t-on? Convoquer les ambassadeurs de cette façon pour que ces derniers s'expliquent, relève clairement des usages diplomatiques dont parlait Anatole Albera ici. Aléa du direct. Je reviendrai vers vous dans un très court instant. Docteur Sango, un autre appelant, cette fois depuis le Cameroun. Bonjour à vous et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur Nguéné. Bonjour. Permettez-moi de présenter mes respects à Triple A et à Docteur So. À Docteur Sango. Alors, docteur. Alors, monsieur Nguéné, le problème, c'est que j'ai un peu comme l'impression que nos spécialistes de ce matin ne veulent pas prendre le problème depuis le fond. Qu'est-ce qui se passe? Le problème africain, c'est le problème des mal-être. Pourquoi ces Noirs-là se trouvent là-bas? C'est ça d'abord la question qu'il faut se poser. Vous imaginez qu'en Afrique subsaharienne, beaucoup d'Africains, pour nos frères, qu'ils se trouvent là-bas en Algérie ou en Occident ou qu'ils traversent la mer Méditerranée, a le problème de mal, donc énumérer un peu. Il y a d'abord que certains Africains, nos frères, ne parviennent pas à bien se soigner, ne parviennent pas à bien se nourrir, ne parviennent pas à mieux se lotir, ne parviennent pas à être. Partant de là, combien de pays africains payent les chômeurs? Je dis combien de pays subsahariens payent d'abord les chômeurs, même s'il n'y a pas d'emploi. Alors qu'on a de quoi. Alors qu'on a beaucoup de matières premières qui profitent plutôt à l'Occident. Partant d'abord, maintenant encore de là, avant de remonter maintenant voir nos différentes institutions qui nous permettent d'être bien au 21e siècle, vu la capacité de nos chefs. Moi, je n'en veux pas aux Algériens. Ça, ils sont dans leurs droits. Pour se faire respecter, on impose le respect à l'autre. On ne demande pas à l'autre de nous respecter. Nous, on impose le respect. Chez nous, on n'a pas des industries. Nos frères là qui traversent pour aller là-bas, ils vont chercher de l'emploi. Je me souviens dans les années 80, dans mon pays, même le Cameroun, quand nous étions tous les petits, vous ne pouviez pas entendre un Camerounais dire qu'il traverse
pour aller en Europe. C'était même un scandale d'entendre quelqu'un dire qu'il traverse pour aller de l'autre côté. Parce qu'on se posait bien la question, il va faire quoi là-bas? Parce qu'il y a un prix. Mais aujourd'hui, que tout cela, je dis bien caduc, vous pouvez imaginer que quelqu'un peut fréquenter. Arriver, je m'arrête ne serait-ce qu'au niveau de ce qu'on appelle le chômeur. Quand son il devient un chômeur patenté. À cela, quand il trouve un réseau, il fait tout pour se rendre de l'autre côté parce qu'il veut trouver un emploi. Mes chers frères, c'est justement ça qui mine l'Afrique de l'heure actuelle. Est-ce que nous avons des industries au niveau que les pays maghrébins vont nous considérer comme des hommes? Ils nous considèrent comme des biens meubles. Parce que l'Afrique, parce que l'homme noir lui-même n'aime pas le noir. Le noir lui-même n'aime pas le noir. Parce que si nos propres frères nous aimaient, là je prends l'Union africaine au bon sens. Est-ce qu'eux se soucient de la jeunesse africaine? Non. Mais au moins, ces pays maghrébins-là, eux se soucient au moins de leur jeunesse. Ajouter à cela encore, s'il faut les imposer encore la brutalité, ce sont des c'est dommage que nous soyons coupés de cette façon, avec notamment cette mauvaise qualité de connexion avec votre signal. Est-ce qu'il est toujours là? Alors, s'il n'est pas là, ou du moins s'il est parti, est-ce que M. Ousmane est avec nous? Lui également nous a rejoint dans la foulée pour donner son avis sur la thématique en question. Alors, on va revenir en attendant bien sûr de retrouver le signal de M. Ousmane. Dr Sango, je parlais de ces usages diplomatiques dont parle Anatole Albert ici. Vous avez suivi à l'instant l'intervention de cet appelant qui voudrait peut-être qu'on entre un peu plus en profondeur dans nos analyses et peut-être toucher le fond même du problème lié certainement au mécanisme que les différents gouvernements africains mettent sur pied pour éviter justement qu'on en arrive là. De toutes les façons, vous avez l'occasion de réagir sur la question dans un très court instant. Le temps pour nous justement de rentrer au standard. Notre appelant qui nous rejoint à l'instant. Bonjour à vous monsieur, on vous appelle comment? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Moi c'est Taïbou. Je suis originaire du Bénin et j'habite actuellement en Allemagne. D'abord, tout mon propos, je souhaite... Je vous souhaite du bon vent, vous et vos invités sur le plateau. Merci. Je voudrais dire aussi merci au grand patriarche, Monsieur le Président Paul Biya, qui a permis à tout ce qu'on est en train de voir partout en Afrique pour l'éveil des Africains. Et aussi, je profite de cette occasion aussi pour vous dire quelque chose sur laquelle moi, avec mes amis camerounais, discute toujours. Je dis toujours que le Cameroun est au centre de l'Afrique et le Cameroun est un noyau, un grand noyau pour l'émancipation des Africains. Voilà. Et après, tous ces propos concernant des réfugiés dont l'Algérie est en train de maltraiter pour les rapatrier d'une façon inhumaine, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord et nous souhaitons qu'on s'organise pour la réciprocité. Je suis en colère. Excusez-moi de mon ton. Je suis en colère parce que c'est des choses inacceptables. Des choses inacceptables. Nous ne pouvons pas laisser comme ça les bras croisés et regarder. Le président Ibrahim Traoré a dit quelque chose. Il nous a dit de cesser d'aller en Occident. Si on a des choses à faire, on doit aller au présidentiel pour
chercher nos dirigeants qui ne nous écoutent pas. Moi, j'invite la jeunesse africaine à écouter ce que le président Traoré a eu à dire. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie et bonne continuation. C'est nous que vous disons merci pour votre contribution, très cher monsieur. On revient provisoirement en attendant, bien sûr, certainement de faire un tour pour la seconde vague d'appelants ce matin. Docteur Sango, la préoccupation de certains téléspectateurs, oui, c'est vrai de peut-être remettre en cause aujourd'hui la démarche algérienne dans l'application justement de ce cadre bilatéral de coopération dont parle le ministère algérien des Affaires étrangères. Mais est-ce que d'une façon ou d'une autre, en Afrique subsaharienne, les gouvernements n'ont pas leur part de responsabilité dans ce qui se produit? Oui, le téléspectateur fait très bien de chercher les causes sur le plan historique. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que en réalité, lorsqu'on remonte l'histoire, on va bel et bien se rendre compte que ce qu'il est en train d'attirer là comme responsabilité et des États africains tirent leur origine, n'est-ce pas, du passé. Moi, je dis toujours dans cette affaire-là que les États africains ont une responsabilité résiduelle parce que lorsque vous voyez le processus historique d'esclavage que l'Afrique a vécu. L'Afrique a vécu deux types d'esclavage. Il y avait l'esclavage qui avait été mené par les pays occidentaux et l'esclavage qui avait été mené par les peuples arabes. D'accord? Ce qui fait que dans ce processus d'esclavagisation de l'Afrique là, les peuples arabes africains n'ont pas subi la même oppression que les États subsahariens, c'est-à-dire les États fondamentalement noirs. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas les mettre au même niveau, n'est-ce pas, de la vitesse du développement avec les États africains. Donc lorsque vous prenez cet aspect-là, ça vous permet de comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que peut-être certains États arabes seraient économiquement développés par rapport aux États sub-africains, subsahariens. Parce qu'il faut le dire, le retard des États africains aujourd'hui s'explique fondamentalement par des différents chocs historiques que ces États ont connus dans le passé. Vous ne pouvez pas faire 6 siècles d'esclavage, vous ne pouvez pas faire des siècles de l'impérialisme, de colonisation et de néocolonisation et penser que cela peut passer comme un coup d'épée dans l'eau. Aujourd'hui, nous pensons que pour que les États africains reprennent en main leur processus de développement, ou du moins construisent les industries dont parle ce téléspectateur-là, il faudrait que ces États-là aient la main libre sur le plan international. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui sur le plan international? Est-ce que les États occidentaux ont la nette impression de laisser les États africains se développer? Non. Est-ce que ces États arabes-là, aujourd'hui, ont l'impression, n'est-ce pas, d'arrêter ce processus d'esclavage? Non. On voit comment ça se passe en Libye, on voit comment ça se passe en Tunisie, on voit comment ça se passe au Maroc et en Algérie, et même dans une moindre mesure en Égypte. Il y a, n'est-ce pas, des comportements qui n'encouragent pas cette façon de faire. Donc moi, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, face donc à cette réalité-là, on ne va pas rester dans une situation, n'est-ce pas, de pleurnichard où on va pleurer tous les jours en disant qu'on a été colonisé et c'est pour cela qu'on ne peut pas se développer. On doit prendre conscience de cette réalité-là et prendre notre responsabilité en main. Et prendre notre responsabilité en main consiste à dire non à ce genre de comportement. D'abord, comme le fait le président Tiani, prendre notre responsabilité consiste à prendre une nouvelle direction, comme l'ont fait les États de l'AES, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Dire non à tout processus, n'est-ce pas, de soumission, d'esclavage et de dépendance. À partir de ce moment, je pense que les États africains vont se développer économiquement et même politiquement. Mais pour que cela arrive, donc, il faudrait qu'il y ait à la tête des États africains des panafricanistes visionnaires qui voient les choses dans cette direction-là. Vous convenez avec moi? Cela ne peut pas arriver si on a encore des présidents
qui continuent à se comporter comme si on était à l'époque de la colonisation, ou du moins des présidents qui n'arrivent plus à rappeler, qui n'arrivent pas à rappeler à ces États belliqueux, n'est-ce pas, leurs différents forfaits. C'est pour cela que le mouvement 10 000 élus panafricanistes porté par le mouvement Keepers est une opportunité, parce que ce mouvement-là travaille pour que dans l'avenir, on est à la tête des États africains, des panafricanistes, n'est-ce pas, à l'image des présidents, n'est-ce pas, de l'AES, qui pourront être capables de poser des actions radicales de souveraineté, laquelle souveraineté permettra donc aux pays africains de se développer. Donc, je suis d'accord avec lui, le téléspectateur, les États africains ont une part de responsabilité. Cette responsabilité-là s'explique tout simplement par le fait que nous avons encore des présidents qui n'arrivent pas à prendre conscience de cette crise historique qui a caractérisé le continent africain, qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux pour comprendre que leur retard a été leur retard sur le plan économique s'explique majoritairement par ces accidents historiques, et qu'il est important donc d'ouvrir les yeux et de rompre radicalement avec cela. Parce que les États occidentaux et ces États arabes aujourd'hui sont prêts à continuer dans cette dynamique de déstabilisation et d'exploitation. S'ils ne rencontrent rien sur leur chemin, ils sont prêts à continuer. Du moins, lorsque vous voyez le comportement de ces États africains aujourd'hui et dans leur relation avec les États africains, vous comprenez bel et bien qu'ils sont déterminés à continuer. Il faudrait donc que nous, qui avions subi ou qui subissons ce processus d'esclavage, que nous nous réveillons et que nous nous rébellions à cela. On ne peut pas quand même nous piétiner infinitésimalement. On ne peut pas quand même accepter de vivre, n'est-ce pas, l'esclavage de manière éternitaire. C'est pour cela que Thomas Sankara disait à un certain moment donné que un esclave qui ne combat pas pour sa libération ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc il est important aujourd'hui que nous, qui avions été esclavagisés, qui avions subi ce processus de colonisation, d'esclavage historique de la part de ces pays arabes et des pays occidentaux, que nous nous réveillons comme un seul homme, que nous prenons notre destin en main et que nous posons des actions qui consistent à rompre radicalement avec ces actions belliqueuses des pays occidentaux. Donc le bien-être dont parle le téléspectateur aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui naît ex nihilo, c'est un constructivisme de tous les États. Sauf que pour que les États africains construisent leur bien-être du point de vue de leur politique interne, il est important qu'ils aient les mains libres, n'est-ce pas, sur le plan international, parce qu'on voit que sur le plan international, on a asphyxié leur avantage comparatif qui puisse leur permettre, n'est-ce pas, ici, de décoller économiquement. Donc, si ces Africains ont cette souveraineté économique sur le plan international, je pense que les choses vont se résoudre sur le plan interne. Et sur le plan interne, il y a également un travail interne qui doit être fait par les peuples africains. On doit, n'est-ce pas, chercher à porter à la tête de nos États des présidents qui vont travailler pour les intérêts du continent africain. C'est pour cela que les États occidentaux et les États arabes prospèrent aujourd'hui, parce que ces présidents-là travaillent pour leur intérêt. Ils ne travaillent pas pour les intérêts des autres peuples. Donc, nous aussi, on a besoin d'avoir à la tête de nos États des présidents qui travailleront pour les intérêts du continent africain. Donc, la responsabilité des États africains est une responsabilité résiduelle. La cause, elle est historique. L'Afrique a connu un double processus d'esclavage, n'est-ce pas, par les pays occidentaux et les pays arabes. Merci à vous. Anatole Albert ici, pour sortir de ce sujet. Je voudrais dire deux choses, mais avant, je voudrais quand même vous préciser qu'il existe des œufs humains. Des œufs humains dans certains pays arabes, même du côté du Maghreb. Des œufs humains où on vend les êtres humains, c'est des subsahariens. On vient les regarder comme du temps, n'est-ce pas, de l'esclavage, la traite négrière, où, n'est-ce pas, le noir, c'était une curiosité. Ça existe. Et vous avez, du point de vue du droit international, des organisations censées protéger, n'est-ce pas, les droits de l'homme, n'est-ce pas? Je crois que vous avez quand même une commission des droits de l'homme du côté de l'ONU. Elle sert à quoi? Voilà une problématique.
La deuxième chose que je voudrais indiquer, la responsabilité des États africains n'est pas résiduelle. Docteur Sango, nous n'avons même aucune responsabilité. Pour les mêmes raisons que vous avez évoquées. Est-ce que les Juifs sont responsables de la Shoah? Ce sont eux qui sont venus imposer plusieurs siècles d'esclavage qui a eu pour conséquence de décimer la population noire. Mais nous sommes très forts pour être plus d'1 milliard d'habitants sur un continent très vaste. Et vous avez donc des individus qui vous font comprendre que l'Africain est très fertile, il faut cesser de faire des enfants. Lorsque votre population, vous avez plusieurs centaines de millions de votre population qui a été décimée du fait de l'esclavage, du fait de la colonisation. Donc nous n'avons aucune responsabilité. Aucune. La troisième chose, c'est quoi? C'est que je pense que la problématique que vous mettez aujourd'hui, une fois de plus, parce que c'est la énième fois que nous mettons en débat cette problématique de la maltraitance, n'est-ce pas, de nos frères concitoyens subsahariens dans les pays arabes d'une manière générale. Et ailleurs, même sur le continent européen, où ils vous disent qu'ils vont fanfaron tous les jours qu'ils ont respect des droits de l'homme. Même là-bas, vous avez le racisme. Le racisme, j'en connais qui vivent le racisme, la xénophobie, dans les pays dits démocratiques. Mais qui n'oublie pas. Là, c'est pour répondre à un téléspectateur qui a appelé tout à l'heure. Oui. Les mouvements migratoires sont aussi vieux que le monde. Même l'Europe, les Européens ont été des réfugiés en Afrique. Il ne faut pas occulter l'histoire ou l'oublier. Donc on ne peut pas demander aux Nigériens, ou bien si c'est de ne pas aller ailleurs. Pas seulement parce que peut-être c'est pour des raisons économiques ou je ne sais pas quoi. Et puis les mouvements migratoires sont aussi vieux. Il a parlé des éléments de bien-être dans son intervention. Je veux dire que même les Européens ont été des réfugiés, des migrants chez nous. Il y en a qui commencent à revenir encore chez nous à la recherche du boulot. La preuve, c'est que l'Agence française de développement, c'est pour faire quoi? C'est un laboratoire, n'est-ce pas, de création d'emplois au profit des Français. Qu'on ne peut pas encadrer dans les Agones, ou bien qui sont du côté, n'est-ce pas, du continent africain. C'est ça la France-Afrique, l'Agence française de développement. Beaucoup ne la savaient pas. Contrairement à ce qui est raconté. Donc, nous pensons que, aussi vrai que les mouvements migratoires sont aussi vieux que le monde, il est également essentiel que ceux qui vont ailleurs d'abord respectent les législations des pays hôtes, et ceux qui viennent chez nous en fassent autant. Tout à l'heure, je vous évoquais le cas du comportement de certains, n'est-ce pas, de certains qui se prennent pour le locadam, c'est-à-dire les Arabes, leur comportement inadmissible chez nous, et très souvent qui sont protégés par nos autorités. Commençons donc par déjà avoir, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de leur imposer le respect chez nous, lorsqu'ils adoptent de toute attitude, quitte à lui faire sauter une dent à celui-là, lorsqu'il se comporte mal, c'est aussi vrai que ça, parce que... Non, c'est important ce qu'il dit là. Le jour où vous serez... Je suis très sérieux quand il dit. Je peux comprendre, vous êtes sérieux. Vous serez confronté, vous allez être acteur, témoin d'une violence perpétrée par un Libanais, c'est-à-dire un Arabe sur votre frère ou bien votre soeur. Vous aurez une attitude différente. Ce ne sera pas de la philosophie que vous allez développer à ce moment-là. Vous serez très très révolté, parce que moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, et le plus grave, c'est que ce Libanais, ça en est sorti de l'affaire avec la complicité des autorités. Ce qui vous dit est vrai. J'ai eu un cas à Douala, un cas à Kribi. Et ça, c'est très important ce qu'il vous dit là. Donc, je pense qu'il faut d'abord, et si nos autorités ne sont pas capables, justement, n'est-ce pas, de protéger de la sécurité de nos concitoyens, nous serons dans l'obligation, nous, d'assurer notre sécurité. Voilà. Merci à vous, Anatole Albert Haï. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur...